Merci de nous choisir midi sur la radio Futur Média. C'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Voici le sommaire. L'Union des magistrats du Sénégal pose le débat sur la liberté conditionnelle et dénonce le procédé du ministère de la Justice. Au palais de justice, des avocats disent être en phase avec l'UMS. Quant au directeur exécutif d'Amnesty International, section sénégalaise, il prend le contre-pied des magistrats. Traque des biens mal acquis, le PDS veut Tanor Niasse Dansoko à la CREI. Maître Ousmane Sey, le secrétaire général de la RADDHO, disent que cela est possible si la justice le désire. Limitation de l'âge des candidats à 70 ans pour la présidentielle. Des personnes du troisième âge favorables à cette mesure. Certains vieux ne seraient pas prêts à assumer une charge présidentielle à leur âge. À Touba, le mouvement des marabouts de l'extérieur s'en prend à la CNRI et demande au chef de l'État de rejeter les propositions d'Amadou Mokhtar Mbow. Réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, China Exim Bank s'engage. C'est une retombée du voyage du président Macky Sall en Chine. L'actualité internationale, c'est avec Sornana Tambay. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Au Nigeria, le Naira, la monnaie nationale, a fortement chuté. Ceci quelques heures seulement après le licenciement du gouverneur de la Banque centrale. Lamido Sanusi avait dénoncé la corruption au sein de la compagnie pétrolière nationale. Conflit centrafricain, l'ONG Jamra et Bangaté dénoncent la léthargie des pays africains face au massacre des civils, notamment musulmans. Elle propose le désarmement des milices et le placement du pays sous mandat international. Sornana Tambay, merci. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour, Antoine Diouf. Le sport, ce sera dans 20 minutes. Football Sénégal-Mali du 5 mars prochain. C'est un rencontre amicale internationale. Le sélectionneur national Alain Giresse aborde la question dans ce 12h. Nous parlons aussi du combat de lutte Boignan-Baïmonion de dimanche prochain. Baïmonion va avec un léger avantage selon un technicien que vous entendrez donc aux alentours de 12h25. À suivre, critique média avec Georges Détiediop aujourd'hui et puis point de vue sur le débat relatif à la limitation de l'âge à 70 ans pour la présidentielle. Le débat c'est à 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après la sortie de l'Union des magistrats du Sénégal pour dénoncer la façon dont la liberté conditionnelle est accordée à certaines personnes, des avocats que nous avons interrogés sont en phase avec l'UMS. D'après ces robes noires, il y a des infractions qui ne devraient pas faire l'objet d'une liberté conditionnelle, parmi lesquelles les viols, les actes contre nature et le trafic de drogue. Reportage au palais de justice de Dakar, Seydou Nourouba. Deux avocats, une même position. Parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Mais justement parce qu'on leur coupe l'herbe sous les pieds. C'est une sorte de discrédit qu'on fait aux magistrats. Maître Bruce Venoy et Maître Omar Tandian sont d'accord avec l'Union des magistrats du Sénégal. La liberté conditionnelle exclut certaines infractions. Les infractions liées aux mœurs, par exemple, les viols, les cas de viol ou agressions sexuelles en général, aux actes contre nature. Oui, c'est pourquoi les magistrats se sont érigés et ça a étonné plus d'un. Pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, il faut que le condamné ait déjà purgé la moitié de la peine. C'est ça que dit la loi. On ne peut pas accorder à quelqu'un soit une grâce, soit une libération conditionnelle alors que la décision n'est pas définitive. Pouvait-on s'attendre à ce que les avocats s'inscrivent en faux contre l'Union des magistrats du Sénégal dans le seul but de défendre leurs clients? Un avocat qui est constitué dans une affaire ne peut pas, dans le cadre d'une affaire, défendre son client et déclarer publiquement qu'il est contre une mesure qui aurait profité à son client. Donc d'un point de vue déontologique, ça peut poser problème. Les avocats, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En ce qui me concerne, moi personnellement, je ne le ferai pas. Que l'octroi de la liberté conditionnelle se fasse dans les règles de l'art, on dit ces avocats trouvés au tribunal de Dakar juste avant d'entrer en audience,
Ils veulent que les procédures soient bien respectées. Le directeur exécutif d'Amnesty International, section sénégalaise, nage à contre-courant de l'UMS. Son Seydi Gassama, le ministre de la Justice, a le droit d'accorder des libertés conditionnelles comme le prévoit la loi. Nous l'écoutons avec El Haj Daouda Diouf. Nous sommes parfaitement en phase avec le ministre de la Justice lorsqu'il accorde ces libertés conditionnelles. Comme vous le savez, pour Amnesty, ce que nous demandons, c'est que la justice soit rendue. Lorsque les gens commettent des crimes et délits, quel que soit le statut social, il faut qu'ils soient jugés et condamnés. Et lorsque cela est obtenu, toute autre mesure qui est prise et qui est prévue par la loi, que ce soit la grâce ou l'amnistie ou la liberté conditionnelle, pour nous ne pose absolument pas de problème. Donc, en outre, pour ces cas précis, toutes les personnes qui ont été libérées, qui ont bénéficié de la liberté conditionnelle, ont rempli les conditions prévues par la loi. Les médecins ont l'habitude de dire qu'une loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils l'appliquent. Donc, dans ce cas, le ministre n'a fait qu'appliquer les dispositions qui sont dans la loi, accorder la liberté conditionnelle. En outre, nous avions salué à l'époque ces libertés conditionnelles parce que simplement, elles permettent de désengorger les prisons. La situation des prisons aujourd'hui est intenable. Les prisons sont surchargées, les conditions de séjour des réfugiés peuvent même être assimilées à la torture dans certaines de ces maisons d'arrêt de correction. Donc, accorder ces libertés conditionnelles à des personnes qui ont le droit d'en bénéficier, je crois que devrait être salué par les magistrats plutôt que de mettre à les critiquer. Il est 12h05, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le PDS n'a Dieu que pour les patrimoines d'Ousmane Tanor Dieng, de Moustapha Niasse et d'Amat Dansoko. Le parti d'Abdoulaye Wade parle de biens mal acquis concernant ses alliés de Macky Sall. Et d'après Maître Ousmane Sey et Aboubakry Mbodje, le secrétaire général de la RADDHO, ils peuvent être entendus par la justice. Babacar Fall. La CREI, elle concerne tout le monde, déclare Maître Ousmane Sey. Toutes les personnes qui ont géré des affaires publiques, selon l'avocat, homme politique et collaborateur du président Macky Sall. On a l'impression que cette loi ne concerne que les personnes qui ont exercé le pouvoir de 2000 à 2012. C'est injuste. En réalité, cette loi qui a été votée par le président Abdou Diouf en 1981 vise toute personne depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas été mise en demeure par le procureur spécial de prouver l'origine licite de ses biens. Donc toutes les personnes visées par la loi dans le champ d'application de la loi de 1981 en 2014 sont concernées par cette loi-là. Une opinion, une position défendue par Aboubakry Mbodje, le secrétaire général de l'association de droits de l'homme RADDHO. Nous considérons que tous ceux qui ont abusé quand même des biens publics depuis peut-être même Abdou jusqu'à présent doivent être poursuivis. Et la prescription dans tout cela? L'avocat Ousmane Sey affirme que cette disposition, on ne peut en tenir compte que si la personne concernée reçoit une mise en demeure. Autre question dans ce débat, la CRIEF, la nouvelle juridiction qui devrait remplacer la CREI, va-t-elle elle aussi ignorer la gestion sous Diouf et Senghor? À propos de cette déclaration du Parti démocratique sénégalais concernant les patrimoines d'Ousmane Tanor Dieng, de Moustapha Niasse et d'Amat Dansoko, nous allons écouter la réaction du porte-parole de l'AFP, le parti de Moustapha Niasse. Voici le docteur Malick Diop, joint il y a quelques instants par Babacar Fall. Vous savez, ça c'est des prises de parole par rapport à une situation qui les frappe, parce que tout simplement la traque des biens mal acquis se fait d'une manière normale, et que ceux aujourd'hui qui sont appelés sont ceux qui sont suspectés d'avoir mal acquis des biens, vu égard à leur passif au niveau de l'État. Ce qu'il y a à savoir, en tout cas, nous sommes dans une situation confortable où ce qui est important à savoir, c'est que le président Moustapha Niasse est quelqu'un qui, bien entendu, est un exemple au Sénégal, parce que c'est quelqu'un qui, au-delà de ses responsabilités nationales, a eu affaire à être homme d'affaires également très prospère sur le plan international. Mais également, il est resté dans l'opposition pendant 12 ans.
Moustapha Agnès, donc une personne exemplaire d'après le docteur Malik Diop. Pour ou contre la limitation de l'âge à 70 ans pour la présidentielle, et chacun donne son avis et d'après certaines personnes du troisième âge, cela est normal parce qu'à 70 ans et plus, une personne est physiquement et moralement diminuée. En tous les cas, beaucoup de ces vieux rencontrés par notre reporter ne seraient pas prêts à assumer une charge présidentielle. Diana Basseidouba. Son large sourire montre qu'il est édenté. Ses rides en dit long sur son âge. Bada Diop a plus de 70 ans. Il en a 74 plus exactement. S'il avait la possibilité d'être président à son âge, le fera-t-il? Si on me proposait le poste de président, je refuserais. La réponse de Bada Diop est aussi celle de ses autres camarades de grand place. À 70 ans, une personne normale ne peut pas être présidentiable selon M. Sanchez et Lamine Fall. Non, je pense qu'au-delà de 70 ans, on ne doit plus diriger un pays. Maintenant, on est en Afrique, hein. Les gens restent jusqu'à la mort s'ils peuvent. Mais moi, je pense qu'au-delà de 70 ans, on doit prétendre ni être dirigeant d'un pays. 70 ans. Avoir plus de 70 ans et vouloir être président, c'est juste parce que la personne n'a pas eu assez de pouvoir. Plafonner à 70 ans l'âge des candidats à la présidentielle, ces personnes du troisième âge rencontrées vers Point E adhèrent à la proposition de la Commission nationale des réformes institutionnelles. Selon elle, à 70 ans, le repos et la prière doivent être la plus grande des priorités pour toute vieille personne. Djenaba Sedouba, le rapport de la CNRI sur les réformes institutionnelles critiquées dans tous les sens. À Touba, le mouvement des marabouts de l'extérieur soutient que les chefs religieux ont été snobés. Ces marabouts demandent au chef de l'État de ne pas suivre les recommandations d'Amadou Mokhtar et compagnie. À Touba, nous retrouvons Mohamed Chodiop. Le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions n'agrée pas un grand monde à Touba. Des chefs religieux ont dénoncé la démarche d'exclusion de la Commission Amadou Mokhtar Cheikh Abdou Mbaké Baradouli, président du mouvement des marabouts de l'extérieur. À Touba, nous sommes contre le rapport de la CNRI. Nous, chefs religieux, avons été exclus totalement des consultations ayant précédé ce texte. Macky Sall n'a qu'à ignorer ce document. Le chef religieux invite plutôt le gouvernement à accélérer la cadence pour régler les questions économiques. Je pense sincèrement que la priorité est ailleurs. Il faut donner du travail aux jeunes et régler les questions économiques. La priorité, elle est ailleurs. Si Macky Sall continue dans cette lancée, il risque de ne pas avoir de second mandat, avertit le chef religieux Mohamed Jodjoub Touba. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Les retombées de la visite du président Macky Sall en Chine, les financements des projets pour la réhabilitation du chemin de fer Dakar à Bamako et pour la construction de la route Dakar Aéroport Blaise Diagne seront assurés par China Exim Bank avec des taux concessionnels jugés intéressants. Écoutons le ministre des Infrastructures, le ministre des Transports et des Infrastructures, Thierno Alassane Sall, au micro de notre envoyé spécial à Beijing, Ibrahim Khan. Il s'agira de recourir par l'entremise de l'appui de l'État de la République populaire de Chine à Exim Bank China, qui pourra financer à des taux concessionnels, mais aussi sur des durées de remboursement relativement importantes. Ce qui nous permet donc de financer, j'allais dire, à des taux très intéressants ce projet, mais en même temps et surtout de réaliser le projet dans des délais très courts. Parce que si on se souvient que la plupart des grands projets réalisés au Sénégal, dont celui de l'aéroport international de Blaise Diagne, ont pris plus de 8 à 10 ans à pouvoir, entre le moment où l'idée du projet est née et le projet va être livré, c'est des coûts extrêmement importants et des contre-performances très importantes pour l'économie du Sénégal. Anna Semoufaï a de grands projets pour Tambacounda. La patronne de la police sénégalaise, qui est dans cette ville de l'Est du Sénégal, a annoncé la construction d'un hôtel de police, l'érection d'un cantonnement du groupement mobile d'intervention et l'ouverture d'une brigade de l'Octis. Les détails dans cette correspondance de Moussa Oumar Gueye.
L'inspecteur général de police Anna Semoufaï, directrice générale de la police nationale, a débarqué à Tambacounda ce vendredi avec une batterie de mesures. Nous avons de grands projets pour Tambacounda. Commençons d'abord par diriger ici un grand hôtel de police. Je suis toujours avec notre directeur du matériel et des budgets, avec le représentant du directeur des constructions du ministère de l'Intérieur. Nous avons aussi prévu d'ériger un cantonnement, le groupement mobile d'intervention. À la suite de cette tournée, de renforcer certainement les effectifs. Le commissaire central travaille aussi en parfaite synergie avec les autres forces de sécurité et de défense qui sont présentes sur la région. Nous voulons encourager la mutualisation des moyens. Tambacounda, région frontalière à plusieurs pays, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée, abritera sous peu une brigade de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants occultistes. Autant nous avons aussi dans nos projets dirigé des brigades régionales de lutte contre la drogue et l'occultisme sera bien représenté ici. Nous allons aussi ouvrir un centre de production de passeports pour nous permettre de nous rapprocher davantage des populations. La directrice générale de la police nationale, faut-il le rappeler, a démarré sa visite à la gouvernance avant de s'enquérir de la situation de ses agents qui affectueusement la surnomment Badian Anna Semoufaï. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Et l'on reparle de la série de feux de brousse au ranch de Doli. Les éleveurs affichent leur totale inquiétude. Ils risquent d'avoir des problèmes de tapis herbacés, disent-ils. Correspondance Ibrahim Khalilsen. Les éleveurs ont regardé impuissants les flammes ravager le ranch de Doli. Ce haut lieu de rencontre du chef-tel du pays a perdu une bonne partie de son tapis herbacé, du reste très fourni, d'où l'inquiétude et la désolation chez les éleveurs du Sénégal. Aaron Galoba, président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal. Vous savez, cette année, dans le nord, il y a le tapis herbacé est zéro. Il n'y a pas de plus cette année. Notre espoir, c'était d'amener le cheptel à ranch de Doli. Les feux de brousse ont tout ravagé, donc il y a un danger. D'ici 2 mois, si rien n'est fait, le cheptel risque de disparaître, avertit le président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal. En tout cas, dans 2 mois, je pense que si l'État ne vient pas en aide, ça serait vraiment quelque chose de sérieux, en tout cas dans notre pays. Venu installer à Dodi la section locale de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, le président Arona Galoba a listé d'autres mots qui assaillent le secteur. Je vous parlais des questions d'approvisionnement en eau à travers donc, nos forages pastoraux. Enfin, je vous parlais de la vaccination de notre cheptel, qui reste une des conditions fondamentales pour un cheptel abondant et en bonne santé. L'impraticabilité de la piste Linguère-Dodi, distante de 25 km, était aussi au cœur des préoccupations des éleveurs membres de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal qui s'étaient donné rendez-vous à Dodi. Ibrahim Khalil Louga, RFM. RFM, vous nous suivez à l'étranger via Internet. Merci de nous faire confiance. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sornana Tambaye. D'abord, le Nigeria. La monnaie nationale a fortement chuté après la destitution du gouverneur de la Banque centrale. La décision de Goodluck Jonathan de limoger Lamido Sanusi n'enchante guère les milieux économiques et financiers nigérians, ce qui explique cette chute du Naira. Sanusi avait dénoncé la corruption de la compagnie pétrolière nationale Aliou Kane. La monnaie nigériane a connu une baisse de 1,2%. Quelques heures ont suffi après le limogeage du gouverneur de la Banque centrale hier pour que les marchés procèdent à la suspension de toute transaction monétaire et obligataire. Pourtant, lors d'un forum à Brazzaville au début du mois de février, Lamido Sanusi avait déclaré qu'une banque centrale forte est un signe de stabilité et qu'elle doit être indépendante comme les gens qui y travaillent. Cela lui permettra d'assurer sa stabilité. Par ailleurs, Sanusi a informé au Sénat d'une perte pour le Nigeria de 20 milliards de dollars de recettes pétrolières entre janvier 2012 et juillet 2013. Une manière pour l'ex-directeur de la Banque centrale d'indexer la gestion douteuse de la Compagnie nationale de pétrole. Il ajoute que dans les pays riches en pétrole, il est facile pour les élites de se faire illicitement beaucoup d'argent. Une telle situation est selon lui une source d'inégalité et d'insécurité sociale. Lamido Sanusi a contesté hier sa suspension. Pour cause, selon la loi, cette suspension ne peut être effective que si les 2/3 de l'Assemblée nationale soutiennent la décision présidentielle. Maroc, nous nous intéressons aux commerçants sénégalais établis à Casablanca. Un bon nombre d'entre eux sont des marchands ambulants. Ils s'en sortent bien dans l'ensemble, en dehors des accrochages avec des policiers. Casablanca, Iliman Samben.
Nous sommes sur le boulevard Mohamed V, au cœur de Casablanca, point de passage du tramway. Beaucoup de marchands ambulants sénégalais y vendent des portables et autres accessoires. L'un d'entre eux accepte de raconter son quotidien, mais sous l'anonymat. Il y a les téléphones qu'on achète 600 dirhams, ça veut dire 12 000. On vend ça à 20 000, on a une bénéfice de 4 500 CFA comme ça. Des fois on sort dans les régions comme Tanger ou Rabat ou Marrakech ou Meknès. Ils entretiennent de bonnes relations avec les clients marocains. Leur principal souci, les policiers. C'est difficile avec les policiers parce qu'on est pointé. Si on voit les policiers arriver, on ramasse nos bagages, on fuit. À quelques mètres du boulevard, on aperçoit des Sénégalaises assises sur des tabourets en face du grand marché de la Médina. Elles font de la coiffure à ciel ouvert. L'ambiance est bon enfant. Anta en fait partie. Les prix de Rasta, des fois c'est 300. En CFA c'est 18 000 et quelques. Pour les tissages aussi c'est la même chose. Les CFA c'est 100 dirhams, c'est 6 000 francs CFA. Les Marocaines admirent leurs tresses. Les Marocains, même les tresses, les tissages, les calafsats et les fossiles. On met aussi les cils, les ongles. Et vraiment, on ne paye bien. Elles aussi ne sont pas épargnées par les policiers. Il y a des jours, il dit que personne ne met les trucs en bas. Maintenant, la plupart d'entre eux ont déposé leur dossier pour obtenir la carte de séjour, pour espérer un avenir plus radieux. Eliman Senden, Casablanca, Radio Futur Média. Crise centrafricaine. L'ONG Jamra et Mbangakye dénoncent la persécution des musulmans. Les deux organisations ont publié un communiqué. Pour elles, la Centrafrique ne mérite pas l'indifférence des autres pays africains. La meilleure option pour mettre un terme au massacre, c'est de désarmer toutes les milices et de placer le pays sous mandat international. Et par devoir de solidarité, le président exécutif de l'ONG Jamra et de l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, Imam Massamba Diop, consacrera son prêche de ce vendredi au drame centrafricain. Ce sera à la grande mosquée de la cité Gazelle de Pékin. RDC, l'opposant Vital Kamere exige une enquête après la manifestation violemment réprimée par la police congolaise. Les événements se sont produits hier. L'opposant voulait organiser un rassemblement dans le cadre de sa caravane pour la paix dans la capitale du sud Kivu. Et comme la manifestation a été interdite par les autorités locales, les forces de l'ordre attendaient le convoi. Ils ont ouvert le feu sur la foule. Selon la Croix-Rouge, un motard est mort dans la bousculade et 24 personnes ont été admises à l'hôpital. Et pourtant, à en croire le porte-parole du gouvernement, seuls les 15 policiers venus de Kinshasa pour la protection de Vital Kamerhe étaient armés. Zimbabwe, Antoine, le plus vieux chef d'État du continent du monde, peut-être, fête ses 90 ans. Et malgré son âge avancé, Robert Mugabe en a encore pour 5 ans à la tête du pays. Beaucoup spéculent sur son état de santé, mais il n'y a jamais eu de confirmation et lui s'en moque. Avec tout cela, Mugabe n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'après sa réélection, il a fait voter une nouvelle constitution qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Enfin, nous parlons de la situation en Ukraine. Après plusieurs jours de répression sanglante et des dizaines de morts, le président annonce une élection présidentielle anticipée. Viktor Yanukovych accepte enfin la formation d'un gouvernement d'union nationale et promet une réforme constitutionnelle avec une réduction des pouvoirs présidentiels. Merci Sornana Tambay. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique Média, aujourd'hui c'est l'affaire de Georges Déthié-Diop. Bienvenue. Alors, jetons un coup d'œil sur la lucarne, pas très fameux, certains programmes des télévisions sénégalaises. Ils conduisent d'ailleurs à la dépravation. Les images obscènes à la télévision, en veux-tu, en voilà. Et ce sont les enfants qui sont les plus exposés. Alors, Abdoulaye Ndiaye, vous êtes journaliste, enseignant au CESTIB. Les chaînes de télévision n'ont-elles pas failli à leur mission d'éducation? On a effectivement le sentiment que quelque part, il y a eu quand même une sorte de non-respect de ce que devrait être vraiment une bonne chaîne de télévision dans l'offre programme qui doit être sa fonction essentielle. Et je m'explique. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a dans les télés que de la musique, ce qui n'est pas mauvais, de la danse, et même de la lutte, mais pas la bonne lutte qui reflète nos valeurs, mais la lutte avec la violence, où il faut systématiquement que l'on soit confronté à des combats où réellement ce qui est essentiel, c'est pas la noblesse de l'art, ni la qualité des images qu'on donne, mais c'est surtout sa rudesse. Je pense que vu sous cet angle quand même,
les télévisions gagneraient à revoir un peu le programme pour pouvoir faire des offres qui soient un peu conformes à ce que les Sénégalais et les Sénégalais sont en droit d'attendre de ces espaces qui sont des espaces très importants d'ailleurs. La parole maintenant aux parents. Ils ont des astuces pour épargner les enfants des images obscènes. Leur trouvaille pour faire face à la menace de la télévision, c'est avec Pape Balagay. Les programmes de télé n'arrêtent pas d'indisposer les parents d'élèves face à des images obscènes, voire choquantes, diffusées au quotidien. Certains chefs de famille ont pris l'initiative de protéger leurs enfants. Moustapha Diouf est parent d'élèves. Le plus souvent, nous-mêmes, nous filtrons à l'avance les émissions pour voir ce qui est recommandable pour les enfants et que par rapport à ça, et à chaque fois qu'on constate qu'il y a un certain nombre de dérapages dans les images. Cette mère de famille trouvée aux abords du quartier Mermoz a tout simplement interdit ses enfants de regarder la télé, sauf le week-end. J'ai fait en sorte qu'ils regardent des émissions religieuses. La génération actuelle doit être surveillée parce que vulnérable avec ces programmes diffusés à la télé. Même son de cloche pour cet octogénaire. Il appelle les diffuseurs à plus de responsabilités. Une question, un programme enfant, c'est quoi? La réponse avec Ablaye Ndiaye. Des émissions qui peuvent être de toutes sortes et qui permettent à l'enfant de pouvoir apprécier des valeurs. Ça passe par des bandes dessinées qui sont des dessins animés qui reflètent des valeurs de chez nous. Ça peut également être des émissions enfantines réelles où on apprend à l'enfant à découvrir son environnement, à savoir ce que peut représenter le respect de tel usage par rapport à tel autre usage. Je pense que c'est surtout ça ce qui demande quand même un moment de création au niveau des faiseurs de télévision et qui permet aux enfants qui regardent de pouvoir se rendre compte qu'il n'y a pas que ce qu'on voit et qui vient d'ailleurs, qui constitue l'élément valeur, sinon en tout cas le refuge pour nous dans notre société sénégalaise. Merci à Ablaye Ndiaye, journaliste enseignant au CESTI. Merci à vous également. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue sur le débat relatif à la limitation de l'âge à 70 ans pour la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Le débat, c'est dans quelques minutes. On parle sport, cher Tidiane Diagne. Oui, Antoine Diouf, bonjour. Du football, rencontre amicale internationale Sénégal-Mali du 5 mars prochain. Verra-t-on de nouvelles têtes dans la tanière? Alain Giresse reste évasif, Antoine, sur la question et donne rendez-vous le 25 février pour la publication de la liste des jeux retenus. Des propos recueillis par Mohamed Diop en marge de la rencontre hier, Sénéor Diambar de Sali. Ça se prépare normalement, sur le plan sportif évidemment pour la constitution de la liste et sur le plan logistique, les choses se mettent en place, qui concernent tous les besoins nécessaires pour que l'équipe soit prête pour ce match. Vous m'avez dit qu'après le match à Casa, le groupe était fait, l'équipe était là. Et maintenant vous me demandez des nouvelles têtes, je sais pas quoi. Donc vous verrez quand la nouvelle liste sera là. La liste sera annoncée le 25. Alain Giresse, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, le Sénégal qui rencontre en match amical le Mali. Ce sera donc le 5 mars prochain à Paris. On parle d'une autre équipe nationale, il s'agit de la Côte d'Ivoire avec son sélectionneur Sabri Lamouchi qui ne devrait pas poursuivre son aventure avec la Côte d'Ivoire après donc la Coupe du Monde au Brésil, c'est en juin prochain, alors que son contrat se termine après la compétition internationale. Lamouchi va prochainement céder sa place. La Fédération ivoirienne de football aurait trouvé son successeur en la personne de Giovanni Trapattoni. Le contrat s'étale sur 4 années, nous dit-on, Antoine. Lutte Baye-Mandione-Boignan, c'est dimanche prochain, les derniers enseignements techniques avant la confrontation. Tous les deux reviennent de difficultés. Baye-Mandione a enregistré une défaite lors de sa dernière sortie alors que Boignan est resté sans compétition pendant une année. Partant de ça, Omar Diagne, Diomès, préparateur physique de Tafatine, donne un léger avantage. Leader donc de l'écurie de Thiaroye Gumsabob, il s'agit bien entendu de Baye-Mandione. Nous écoutons donc Omar Diagne Diomès. Baye-Mandione, il a eu à avoir 2 défaites successivement. D'après sa dernière victoire contre Moussa Dioum, il a eu des problèmes quand même de remise à nouveau. Mais j'ai vu à la télévision que comme quoi il a eu à travailler surtout dans la rapidité et dans la souplesse. Et une fois aussi il a changé et il a varié aussi sur son poids. Mais par rapport à Boignan, je dirais aussi que lorsque je l'ai vu, puis il est resté pendant une saison sans lutter d'après sa suspension. Et là, à mon avis, j'ai vu qu'il a pris un peu de volume par rapport avec le passé. Et si toutefois cette situation se présente par rapport à un lutteur, ça montre qu'il a pris de poids, il a pris du volume, je dirais bien, c'est parce qu'il a eu resté à un temps sans compétir. Donc le manque de compétition peut quand même
porter préjudice à Boignan. Mais certes, je dirais que ces deux lutteurs quand même, ils ont la hâte quand même de vaincre. Boignan, il a l'habitude de gérer son combat à mi-distance, tout en ayant l'adversaire sur son axe, donc sur son plan médian pour l'avoir quand même sur un corps à corps. Tandis que Baye Mandione, c'est quelqu'un quand même qui est fougueux, qui est bon à la bagarre, comme qui est bon aussi à la lutte. Donc je dirais que techniquement, il s'avale, mais peut-être que l'expérience de Baye Mandione pourra faire la différence par rapport à quelqu'un qui est resté une saison sans compétir. On va boucler avec du basketball, cher Tigan. Avec la nationale masculin, on est à la 3e journée avancée ce soir pour le compte de la poule A. À Maurice Ndiaye, l'Union sportive de Ouakam affronte les militaires de l'ASFA. Poule B, HLM Basket Club va se piquer donc à l'équipe de la CIBAC. SICAP Basket Club suit des rencontres aussi chez les dames que chez les messieurs samedi et dimanche. C'est tout pour l'essentiel des sports, Antoine Diouf. Merci, cher Tigan Diagne. Devant une toux persistante de plus de 2 semaines, rendez-vous vite à la structure de santé la plus proche pour consulter et dépistage de la tuberculose. Le programme national de lutte contre la tuberculose PNT vous livre ce message. On retrouve Georges Détiédiop. Les ministres ont du pain sur la planche. Macky Sall leur met la pression et ils tremblent. Enquête met à sa une circulaire du chef de l'État teintée d'injonctions et de menaces. D'où le titre Macky Sall en mode colère. Mais alors, que veut le chef de l'État? Le président de la République exige de ses ministres un pré-bilan de l'action de ces deux gouvernements. Les ministres ont moins d'un mois pour s'exécuter. L'ultimatum est fixé au 7 mars. Et Macky impose la démarche à suivre. Pour chaque directive, selon enquête, il demande de préciser le statut de la politique. Fait, non fait ou en cours. Au ministre donc de s'exécuter. Cette correspondance date du 17 février et ampliation est faite au Premier ministre. Macky Sall est à l'écoute. Il peut voir rose. Son voyage en Chine est fructueux. 2200 milliards de francs CFA. C'est la somme que le chef de l'État a décrochée à Pékin. La somme semble donner le tournis au journal Le Quotidien qui titre Macky vide la banque de Pékin. La Chine va financer les projets prioritaires du régime, entre autres la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. La danse des chiffres, c'est aussi dans Libération qui annonce 2450 milliards de francs CFA pour 21 projets. Une autoroute, la réhabilitation de 6 aéroports régionaux, un projet intégré mine, chemin de fer, port minéralier. La liste n'est pas exhaustive. Par conséquent, pour Libération, Macky fait un coup énorme. Il a convaincu 9 sociétés chinoises à casser la tirelire. Le Soleil rend compte aussi du voyage de Sall à Beijing. L'astre de Han met en exergue les relations entre le Sénégal et la Chine. Un exemple pour l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'en est-il des États-Unis et du Sénégal? Il y a problème et c'est l'Observateur qui lève un coin du voile. Il y a risque que les Américains coupent la liaison Dakar-New York. Et pour cause, l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne rassure pas du fait de la fréquence de passagers clandestins dans les vols. Selon l'Obs, ce qui a réveillé les inquiétudes des Américains, c'est l'arrivée à Washington le 10 décembre dernier et le 15 janvier dernier de 2 passagers sans papier. L'Observateur, comme la plupart des journaux, se fait l'écho de la sortie de l'UMS, des magistrats qui se rebellent selon l'Observateur. Et pour l'AS, l'UMS désigne Sidiki Kaba et les chefs de cour. Le Populaire, lui, fait savoir que les magistrats condamnent la chancellerie et la CNRI. Walfadjri l'Aurore relate aussi le coup de gueule de l'UMS sur les libérations conditionnelles à tout va. Les magistrats brisent leurs réserves. Et selon Walf, c'est Maître Sidiki Kaba qui est pointé du doigt. Mais qu'est-ce qui a provoqué la sortie musclée de l'Union des magistrats du Sénégal? L'UMS dénonce avec force les conditions dans lesquelles la chancellerie a accordé la libération conditionnelle à plusieurs détenus. Les cas qui indisposent, selon Libération, Luc Nicolaï, Cherhier Rimsek, Tamsir, Jupiter Ndiaye, entre autres. L'UMS, selon les journaux, déchire le rapport de la CNRI. Et c'est parce que les magistrats n'ont nullement été associés aux travaux de la commission de Amadou Mokhtar Mbow. Les magistrats s'en lavent donc les mains. Un magistrat saisi par lettre par le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, le procureur spécial près la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Là se rapporte que Oumar Sarr demande une enquête sur les biens très mal acquis de Tanor, Niass et Dansoko. En sport, lutte Balaguer 2, Bombardier, ce ne sera plus à Dakar. Plusieurs centaines de kilos de muscles au zénith. Du moins, si l'on en croit Sonolambe. Balaguer 2, Bombardier est calé au 4 mai prochain. Selon le quotidien des arènes sénégalaises, Aziz Ndiaye migre au zénith
c'est à Paris. À vos kiosques et bonne lecture. La tuberculose se guérit. Le traitement est gratuit et disponible dans toutes les structures sanitaires du pays. Le programme national de lutte contre la tuberculose PNT vous a livré ce message. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le débat relatif à la limitation de l'âge à 70 ans pour la présidentielle. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous vous donnons la parole. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous avons déjà en ligne 2 intervenants. Il s'agit du ministre Abdou Fall. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous nous entendez? Allô? Oui, vous nous entendez? Oui. Oui, vous êtes président du mouvement Alternative Citoyenne. Monsieur le ministre, vous ne nous entendez pas. On va corriger tout cela. Oui, est-ce que c'est bon maintenant? Toujours pas. Allô? Oui. Allô, ça va? Oui. Vous nous entendez cette fois-ci? Oh là là. Oui, on reviendra à vous, on va le temps de corriger tout cela. Ndiaga Sila est en ligne. Bonjour Ndiaga. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du Djofdjel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la limitation de l'âge pour la présidentielle à 70 ans? Vous savez Antoine, si on se rappelle bien, c'est le Djofdjel qui a été le premier à avoir porté ce combat. Mais à l'époque, avant 2000, nous avions une position de principe qui voudrait justement que seule la volonté populaire puisse être une limite à l'aspiration d'un citoyen à l'exercice d'une charge républicaine. Parce que justement, nous étions partis du fait qu'il y avait un âge plancher qui faisait que on ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle avant l'âge de 35 ans. À l'époque, l'ancien président de notre parti était victime justement de cette disposition. Nous avions dit qu'il était quand même, même si nous avions tenu à rappeler cette position de principe, qu'il n'était pas du tout normal qu'on puisse avoir un âge plancher sans pour autant justement qu'il y ait un âge plafond. C'est pourquoi justement nous avons continué le combat pour d'abord dans le cadre des différentes revues du code électoral. Nous avions, je me rappelle en 2005, c'est continu d'ailleurs dans le rapport, nous avions effectivement posé le débat. Malheureusement nous n'avons pas été suivis. Et à l'époque justement il y avait d'autres partis politiques parmi lesquels partis il y avait justement des médecins, un professeur justement de médecine qui scientifiquement avait pu démontrer que arrivé à un certain âge, notamment à partir de 70 ans, que du point de vue donc médical, l'ensemble des organes de l'individu ne pouvaient plus être en mesure de fonctionner correctement. De sorte que les risques justement qu'on avait quant à la possibilité d'élire justement un citoyen avant 35 ans, ces risques encore étaient plus graves quand on justement se permettait d'élire justement un homme qui était âgé justement. Alors pourtant Maître Doudoundoy explique qu'avec un certain âge avancé, on est plus sage, on a plus d'expérience. Vous n'êtes pas convaincu par cet argument, en d'autres termes, ce que ça signifie au vu de votre argumentaire? Je reviens à notre position de principe. Notre position de principe, justement, était qu'on ne puisse pas avoir, disons, à fixer un âge. Il revenait justement au peuple sénégalais de choisir justement parmi les électeurs, c'est-à-dire parmi ceux qui avaient la possibilité d'avoir 18 ans, il revenait donc au peuple sénégalais en toute lucidité justement de choisir un président. Et d'ailleurs, si nous retournons même du point de vue historique, et là je reviens justement le maître Doudoundoy, parce que dans le passé, mais le Sénégal a eu justement à avoir dans la République, peut-être du point de vue historique, dans la République du Cayor, mais Lat Dior a été intronisé à l'âge de 20 ans. On a connu justement Samba Gila Djeri, qui a justement été intronisé à l'âge de 15 ans. Mais nous avons aussi connu des prophètes, mais très jeunes, mais nous avons aussi connu des prophètes, mais très âgés. De sorte que justement nous préférions revenir à cette position de premier. Mais puisque le Sénégal n'a jamais voulu justement fixer la limite justement de 35 ans, il était quand même normal qu'on puisse aussi justement fixer en fait donc une limite plafond. Et ça ne me pose aucun problème. Je pense que cette fourchette justement entre 35, cet intervalle entre 35 et 75 ans, c'est quand même raisonnable. C'est quand même tout à fait raisonnable. Très bien. Merci, Ndiaga Sila. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du Djofdjel. Monsieur le ministre Abdou Fall est toujours en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous avez été ministre sous Abdoulaye Wade, président du mouvement Alternative Citoyenne. Oui, alors, la limitation de l'âge à 70 ans pour tout candidat à la présidentielle, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, je dois dire que c'est là un débat qui me surprend parce que j'en comprends pas
tout à fait les enjeux. Mieux si j'attendrai de savoir un peu quelles ont été les raisons qui ont motivé cette proposition de la CNRI, parce que j'avoue que je vois plus d'inconvénients que de solutions. Parce que le premier inconvénient que je vois, il y en a deux qui sont d'abord de principe. Je pense qu'il peut être malsain dans notre société que les hommes politiques, les hommes publics puissent se départager à partir de critères liés à l'âge. Parce que la question politique se pose autrement, parce qu'il se pose en termes de capacité à proposer une offre qui correspond aux attentes de la majorité et également la capacité à inspirer confiance à partir d'un parcours. Parce que voilà les deux principales raisons qui justifient le choix d'un dirigeant. Un, la pertinence de l'offre, et deux, la confiance accordée à l'homme. Alors, si aujourd'hui, dans notre société, on décide de façon unilatérale de considérer que, voilà, à partir de 72 ans, on n'est plus apte à porter un projet politique, on ne peut plus mériter la confiance des citoyens, ça me pose un très sérieux problème. Le deuxième problème de fond que ça pose pour moi, c'est qu'on est en train d'introduire une discrimination de type sur une base négative. Ça aussi, c'est une question qui me pose, ça me pose problème. Troisième réflexion, je pense que nous avons plus intérêt aujourd'hui, au regard de la configuration de la structure de notre population, à concevoir des approches qui facilitent plus le brassage, le dialogue et la solidarité intergénérationnelle qu'à tracer des lignes de rupture sur une base liée à l'âge, parce que, en vérité, comme Doudundo l'a dit, c'est justement précisément à ce moment, le leadership politique se construit dans la durée, et c'est justement à ces âges-là qu'on a toute la plénitude de la sagesse, voilà, pour pouvoir gouverner sereinement et de façon sage et de façon lucide et expérimenter une société. Donc, oui, mais on peut en même temps répliquer à Maître Doudundo qu'aux États-Unis, on a eu un président à 44 ans, Barack Obama, aujourd'hui le chef du gouvernement italien, 39 ans. Alors, je vous comprends quand vous dites que l'âge n'est pas le plus important, donc l'âge n'est qu'un chiffre. Alors, mais s'il y a un âge minimum, monsieur le ministre, donc 35 ans, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un âge maximum, parce que à plus de 70 ans, quand même, on perd certaines facultés. Bon, première réflexion. Prenons l'expérience du Sénégal. Le premier président qu'on a eu, c'est le président Senghor. Il est arrivé au pouvoir à la tête du pays à 54 ans. Donc, jeune, du point de vue. Le deuxième président qu'on a eu, c'est le président Abdou Diouf. Il est arrivé au pouvoir à 45 ans. C'est le troisième que nous avons qui a eu plus de 70 ans, c'est Abdoulaye Wade. Et immédiatement après, celui qui a suivi, c'est Macky Sall, il a à peine 50 ans. Donc, je ne vois pas, dans la pratique politique dans notre pays, et en particulier dans notre histoire institutionnelle, ce qui peut justifier un tel débat sur l'âge. Pourquoi on pose dans notre société un problème que la société elle-même a réglé? C'est comme si on était dans une situation où on devait choisir entre des vieux et des jeunes, et que la tendance était au choix des vieux, et qu'aujourd'hui, d'autres catégories de jeunes réclament qu'on leur donne leur chance. Alors que sur 4 présidents qu'on a eus, les 3 sont des jeunes. Troisième réflexion, le président Wade, il est arrivé au pouvoir à l'âge où le président Senghor quittait le pouvoir, autour de 74 ans. Mais écoute, le président Wade, on lui reprochait plus un excès de vitalité, voilà, qu'une incapacité à gouverner. Peut-être une exception pour toute personne vieille, hein? Voilà, mais je te dis, par rapport à notre expérience, je dis, on a un président de 70 ans super actif, et pour les 3 présidents qu'on a eus, personne n'est arrivé au pouvoir à plus de 50 ans. Très bien, merci, monsieur le ministre. Donc quel est le débat? Moi, je ne vois pas le sens de ce débat. Merci. Honnêtement, je n'en vois pas la pertinence. Pourquoi? De façon très sereine. J'attends que ceux qui l'ont fait la proposition me donnent les arguments nécessaires. Et justifie la pertinence d'une telle proposition. Merci. Figé dans notre constitution une limitation 35-70. Merci beaucoup. Et même dangereux. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Abdou Fall, président du mouvement Alternative Citoyenne. Nous avons en ligne notre confrère Serine Saliou Gueye. Bonjour. Bonjour Antoine.
Vous êtes le chef du desk politique de l'hebdomadaire Le Témoin. Serigne Saliou, votre réflexion sur ce débat qui porte sur la limitation de l'âge à 70 ans pour tout candidat à la présidentielle. Voilà Antoine, je crois que nous sommes en face d'un débat politicien où chacun tire la couverture de son côté. Il est vrai que je comprends Maître Doudou en parlant, en tout cas, en remettant en cause même l'éligibilité du président de la République en se fondant vraiment sur un critère d'âge, c'est-à-dire sur un plafond. Bon, moi je vais marcher sur les mêmes traces que celui qui est intervenu tout à l'heure, je crois que c'est M. Amdoufal. Bon, en disant que je crois que si la démocratie repose sur la volonté populaire, je crois que ce serait aberrant quand même que dans nos dispositions constitutionnelles, qu'il y ait un article qui puisse cibler, en tout cas qui puisse discriminer des potentiels candidats à la République simplement en se fondant sur un critère d'âge. Parce que moi je ne peux pas comprendre aussi que qu'on veuille nous dire que à partir de 35 jusqu'à 70 ans, je crois, ça c'est purement subjectif. Je me demande sur quoi on s'est fondé pour dire que l'âge c'est 35 ans et l'âge plafond aussi c'est 70 ans. S'il y avait un problème antérieur, c'est-à-dire surtout sous le magistère d'Abdoulaye Wade, on aurait pu quand même comprendre qu'il y ait des craintes par rapport à la gestion même du pouvoir. Mais dans la mesure où, sous la gestion d'Abdoulaye Wade, il n'y a pas eu de problème par rapport à l'âge du président et qu'Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir à l'âge de 74 ans, moi je crois que ce serait vraiment une aberration démocratique que de vouloir quand même introduire une disposition qui discrimine des citoyens voulant prétendre abriguer la présidence de la République. Oui, mais Serigne Saliou, il n'y a pas un cas pareil au Sénégal, mais ça a existé ailleurs. Est-ce que ce serait pas quand même gênant de voir un candidat à la présidentielle à 90 ans, par exemple? C'est un exemple peut-être peu probable que je donne comme ça. Mais Antoine, je vais vous faire une révélation. Vous savez, sur les 192 constitutions en vigueur dans le monde, il n'y a que 8 de ces constitutions qui limitent l'âge du candidat à la présidence. Et ces limitations-là, on les trouve dans l'Afrique subsaharienne. Il y a 7 États de l'Afrique subsaharienne qui pratiquent l'âge plafond concernant la présidence de la République et l'autre constitution qui limite cet âge-là, c'est celle de la République de Tadjikistan. Donc vous voyez, sur les 192, moi je me pose la question de savoir pourquoi le Sénégal ferait vraiment une exception par rapport à ces pays-là qui aspirent quand même à plus de démocratie. Parce que aussi vouloir dire qu'à 90 ans, si quelqu'un se présente, moi je crois que dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire c'est l'expression de la volonté populaire qui doit choisir qui doit diriger ce pays-là. Donc le dernier mot en fait revient tout simplement au peuple. Si quelqu'un à l'âge de 90 ans se présente et que le peuple ait confiance en cela, moi je vois en ce moment-là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si maintenant c'est une question de santé, autant introduire en tout cas une disposition qui exige à ce que les candidats ne souffrent d'aucune maladie. Et je crois qu'en ce moment-là aussi, on risquerait tout simplement d'être dans une impasse. Mais pour moi, je dis tout simplement que bon, et là je vais finir par là, que dans la mesure où vraiment ça n'a pas posé de problème, en tout cas à tous les 3 ou 4 présidents qui se sont déjà présentés à la présidence de la République, je ne vois pas aujourd'hui la pertinence quand même de vouloir discriminer en tout cas une catégorie de la population qui veut tout simplement servir son pays. Merci. Serigne Saliou Gueye, journaliste, chef du desk politique à l'hebdomadaire Le Témoin, c'était Point de Vue.